Bonjour à tous, bienvenue sur Séoul Connect. Moi c'est Bart et je suis votre hôte pour ce podcast. Séoul Connect, c'est un podcast sur le business et l'entrepreneuriat en Corée. Nous rencontrons des entrepreneurs et des expatriés français ou francophones qui travaillent en Corée, notamment à Séoul, pour en savoir un peu plus sur leur parcours professionnel, leur expérience personnelle, leurs succès, leurs échecs, leurs impressions et leurs attentes au pays du matin calme. Allez, c'est parti! Bonjour Otman. Bonjour Bart. Bienvenue sur Séoul Connect. Merci de nous accorder un petit peu de ton temps. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Écoute, ce que je te propose pour démarrer, c'est que tu te présentes en quelques mots. Othman Benabès, d'origine tunisienne, formation d'ingénieur et entrepreneur en Corée. D'accord. Et tu entreprends dans l'innovation en aquaculture. La technologie, marier la technologie, les nouvelles tech, en particulier l'AI, le smart farming avec l'aquaculture. D'accord. Effectivement, sur ton profil LinkedIn, j'ai vu que tu marquais Putting Shrimps on Mars, quoi. Ça, c'est l'objectif. Envoyer des crevettes sur Mars. Donc, c'est quoi ton entreprise actuellement? Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on a développé un système pour l'aquaculture qui se base sur la mimique de la nature. Ça se base sur un concept qui s'appelle aquamimicry. Alors, si vraiment on va doucement là-dessus, c'est l'aquaculture déjà, qu'est-ce que c'est? L'aquaculture, c'est la branche de l'industrie d'agriculture qui s'occupe de la culture des animaux aquatiques. D'accord. Les poissons, les crevettes, les crustacés, ainsi de suite. C'est ça. Donc les fruits de mer principalement, les poissons, les fruits de mer. Oui, exactement. D'accord. Donc par rapport à l'aquaculture, excuse-moi, je t'ai coupé, c'est pour vraiment qu'on parte du début. Aucun problème, avec plaisir. C'est vrai que c'est pas un domaine que je connais particulièrement, peut-être d'autres gens aussi. Donc ça, c'est l'aquaculture. Et toi, par rapport à ça? Donc, moi, je suis d'origine, formation ingénieur en aéronautique et aérospatiale, d'où le Putting Shrimp on Mars. J'ai fait mon diplôme d'ingénieur à Supaéro à Toulouse. Je l'ai complété par un autre double diplôme en Chine. D'accord. Mais ouais, non, excuse-moi, c'est parce que je t'ai interrompu sur l'aquaculture, mais si on parle d'abord de cette entreprise-là, parce que donc tu parlais d'aquaculture et tu parlais de mimique. La mimique de la nature, oui. Donc, nous, ce qu'on fait à AD, Aqua Development, c'est qu'on a développé notre propre système pour l'aquaculture super intensive, c'est-à-dire on essaye de maximiser la productivité par mètre carré pour matcher les marchés où le coût du terrain est assez cher et pour aussi développer un concept qui soit apte à la culture urbaine. C'est-à-dire, pour avoir une ferme urbaine, il faut qu'il y ait une productivité assez conséquente pour justifier un investissement d'agriculture en zone urbaine. Donc, nous, ce qu'on fait, notre système se base, comme j'ai dit, sur le concept d'aquamimicry. Aquamimicry, c'est la mimique des milieux naturels aquatiques au sein du milieu de culture. Nous avons développé notre propre système basé sur cette philosophie-là, où on reproduit autant d'éléments de l'écosystème naturel au sein de nos bassins ici. C'est-à-dire, D'accord, donc vulgairement, tu reproduis la vie sauvage, mais en élevage, si je puis dire. Exactement. C'est ce qu'on fait. Donc, oui, vas-y. L'approche, si on compare avec l'approche classique se concentre surtout sur l'espèce cultivée. C'est-à-dire, si on cultive un certain poisson, on se concentre là-dessus. On essaie d'éliminer toute autre présence ou toute autre interférence avec cette espèce-là. Oui. Notre approche, c'est totalement l'opposé. C'est où on essaie de cultiver l'écosystème avant de cultiver l'espèce même. Et les bienfaits de ça sont énormes par rapport à l'approche
classique, parce qu'on a découvert qu'il y a des symbioses dont on n'est pas forcément, dont on n'est pas forcément, comment dire, on ne les connaît pas forcément et on ne comprend pas forcément, mais ces symbioses-là existent. Et si on se concentre seulement sur l'espèce cultivée, qu'on élimine tous les autres facteurs de l'écosystème, on casse ces symbioses-là et on perd en productivité, on perd en optimisation de la production. Et est-ce qu'on perd en qualité? On perd beaucoup en qualité, effectivement. D'accord. Oui, parce que finalement, pour nous, pour le consommateur final, ça va être la qualité qui est importante. Absolument. Donc, ta société s'appelle Aqua Développement. Oui. Tu es le cofondateur. Absolument. D'accord. Et donc, vous faites de l'aquaculture en général ou des crevettes en particulier? Le but, c'est d'étendre notre activité à l'aquaculture en général, parce que le concept d'aquamimicry peut s'appliquer à toute espèce en théorie. On a commencé par les crevettes, parce que le prototype qu'on a développé, on l'a fait maturer spécifiquement pour une certaine espèce de crevettes. Donc là, on a commencé avec les crevettes parce que c'est prêt à la commercialisation. C'est une espèce aussi assez demandée, avec une demande globale et coréenne qui est en croissance constante. Et parce qu'aussi la valeur marchande est assez attrayante. On fait des marges, on fait des bonnes marges sur les crevettes. De très bonnes marges. D'accord. Oui, moi j'ai vu le pitch que tu m'as envoyé. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, si tu m'autorises, je mettrai le lien en commentaire en description, pardon, pour ceux que ça intéresse. Donc tu dis dans ton pitch, qui est vraiment un pitch startup, hein, si j'ai bien compris, c'est un pitch à des investisseurs. C'était le pitch dans la finale de Future Food Asia Challenge l'année dernière. Donc, la Banque asiatique de développement a organisé, en coopération avec ID Capital, qui est un grand fonds à Singapour, ils ont organisé un challenge pour les startups en Asie, en Australie, qui se spécialisent dans le secteur de l'agritech, technologie en agriculture. Et parmi des dizaines ou des centaines de startups, nous avons eu l'honneur d'être parmi les finalistes, et c'était le pitch de la finale. Félicitations alors. Et donc, tu nous apprends des choses intéressantes, notamment que la Corée donc, est un des pays les plus consommateurs de crevettes, d'une part, et d'autre part que paradoxalement, c'est un pays où on n'en produit pas beaucoup et où on en importe beaucoup, c'est ça? Absolument. On produit en Corée seulement 6% des besoins locaux. Et on importe 94%, la Corée étant à elle seule le 6e importateur mondial, malgré la population qui est seulement de 50 millions. Et surtout, malgré le fait que c'est presque une île et que la mer n'est pas loin, comment se fait-il que les Coréens qui consomment tant de crevettes ne se mettent pas à en pêcher plus? Parce que la production, les espèces de crevettes qui ont été domestiquées, qui sont aptes à être produites, sont des espèces tropicales. Des espèces d'eau chaude et des espèces qui aiment bien un environnement assez chaud. Et vous vivez ici en Corée, vous savez quand ça pique au -20 en hiver, c'est pas vraiment le temps idéal pour la crevette. Donc il y a cette contrainte-là, la contrainte climatique, qui fait que ici en Corée, les méthodes traditionnelles pour la production de la crevette ne sont pas compétitive en termes de coût de production, en termes aussi de capacité de produire tout au long de l'année. Et on produit seulement, les méthodes classiques ici, ils produisent seulement pendant une seule saison, c'est l'été essentiellement. D'accord. Et du coup, c'est ces limites-là qui font que la Corée ne produit très peu par rapport à leur demande. D'accord. Parce que donc la crevette, si je comprends bien, c'est un peu comme l'huître chez nous, c'est-à-dire que c'est principalement de l'élevage, quoi. C'est pas du naturel. Disons qu'à peu près 70% de la consommation mondiale, ou plus, 80% de la consommation mondiale vient de l'élevage. D'accord. Et qui donc demande un climat, tu dis, plutôt chaud, qui ne correspond pas forcément au climat coréen. Ouais. Les espèces qui ont été domestiquées sont des espèces tropicales.
Donc, les espèces domestiquées demandent un climat chaud. Il y a des espèces sauvages qui existent même dans les zones polaires. Mais les espèces qui ont été domestiquées, pourquoi est-ce qu'elles ont été domestiquées? Parce qu'elles ont un temps de croissance assez rapide pour que ça justifie un investissement en culture, un investissement D'accord. en culture. Les espèces par opposition, les espèces d'eau froide, elles ont un temps de croissance trop long pour être commercialement justifiable en tant que projet. D'accord. Donc, les espèces cultivées, domestiquées autour du monde, c'est essentiellement, il y a une espèce qui fait la majorité, presque 60% de la consommation mondiale, c'est la banamée ou la white leg, la crevette à pattes blanches. Et cette espèce-là, c'est une espèce originellement tropicale qui aime une température de 30 degrés, température aquatique de 30 degrés pour avoir une croissance optimale. Et c'est ce qui limite essentiellement la culture de cette espèce-là dans les zones de l'Amérique du Sud-Est, l'Amérique du Sud et l'Asie du Sud-Est, telles que l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande, ainsi de suite. D'accord. Donc la Corée, pour vous, est un très bon spot puisque gros consommateur, mais grosse demande et faible offre finalement. Mais comment est-ce que vous justement, vous contrevenez à ce problème de climat? Nous avons développé notre système qui est totalement indoor, totalement sous serre, avec nos capacités de chauffage, avec un système de réchauffement, ainsi de suite. Ça nous permet de cultiver tout au long de l'année. En plus, en combinaison avec le concept d'aquamimicry qui permet aussi, entre autres, de réduire les coûts de production, ça nous permet d'avoir un système qui offre un coût de production global qui est assez compétitif, même en utilisant l'énergie pour chauffer l'eau durant l'hiver. D'accord. Donc vous avez une technologie particulière qui est liée à ça ou qui est liée plus à ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'environnement naturel des crevettes? En fait, nous avons une technologie, enfin, notre système qu'on appelle KAMI6, Korean Aquamimicry System, c'est une combinaison de différents composants. Lorsque je dis une technologie, je ne fais pas référence à un seul équipement, par exemple, ou à un bâton magique quelque part. Comment dire, c'est une combinaison de différents éléments qu'on a développé et peaufiné au fil des années, qui fait que le système global offre une performance assez impressionnante en la comparant de ce qui se passe dans l'industrie. Donc c'est une combinaison en fait d'un design, des formulations et un management et des protocoles de gestion. Un design, c'est notre propre design qu'on a fait, où on essaie d'optimiser au maximum à la fois l'utilisation de la surface, l'ergonomie du design, la facilité de gestion, qui est aussi brevetée. On a breveté aussi quelques équipements et on continue de breveter quelques autres équipements qu'on a inventés nous-mêmes. Et on a développé nos propres protocoles de gestion qui sont le cœur ou qui font le cœur de cette technologie-là. C'est ce qui répond à comment reproduire l'écosystème naturel au sein des bassins. Parce qu'on peut avoir une infrastructure, mais si on ne sait pas comment faire pour reproduire les planctons, les bactéries, les algues, les micro-algues, les copépodes, et ainsi de suite, au sein de nos bassins, on n'aura pas le même résultat. Donc, il y a les protocoles de gestion qui font le cœur. Il y a aussi les feed formulations, les formulations d'alimentation. On n'alimente pas seulement les crevettes, mais on alimente aussi l'écosystème dans notre système ici. C'est-à-dire, en comparant à l'aquaculture traditionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure, on se préoccupe essentiellement de l'espèce cultivée. C'est-à-dire, si on culture la crevette, j'essaie d'éliminer éventuellement tout autre facteur autre que la crevette. Oui, parce qu'après, au final, je ne vends que la crevette. Alors qu'on a découvert
par expérimentation et au fil des années que c'est contre-productif. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on alimente la crevette, mais on alimente aussi ce qui vit dans les bassins avec les crevettes. On a des procédures de fermentation de déchets agricoles, tels que rice bran, comment dire rice bran en français? Déchets agricoles. Désolé, mon français est un peu rouillé parce que j'ai plus de 10 ans hors de la France, donc avec de très peu d'interactions en français. Donc, des déchets agricoles tels que les déchets, par exemple, de riz, les déchets de soja, on les collecte et on les fermente d'une certaine manière, où on peut en extraire les principes actifs et les nutriments qui sont là-dedans, et on les rajoute à certaines doses au sein de nos bassins. Et ces ajouts-là constituent la nutrition des maillons les plus bas dans la chaîne de l'écosystème, c'est-à-dire les bactéries, les copépodes, les protozoaires, ainsi de suite, les microplanctons, ainsi de suite. En nourrissant les maillons les plus bas, ces maillons-là nourriront les maillons au-dessus. Et du coup, on parvient à maintenir une certaine balance, une certaine vividité du système, de l'écosystème, qui fait en sorte d'entretenir les réactions, les relations symbiotiques avec les crevettes. Oui, tu respectes l'ensemble de la chaîne alimentaire, en fait. Absolument. D'accord. Absolument. Mais vous ne vendez que la crevette, il n'y a pas d'autres parmi tous cet on vend la environnement? crevette et on vend la technologie. Mais vous vendez la technologie, d'accord. Mais je veux dire, dans la culture elle-même, tout ce qui est autour de la crevette n'est là que pour développer le produit crevette, c'est ça? On a les crevettes, on a les tilapias ou les mulets comme poissons qui nous débarrassent un peu des déchets les plus gros. On a les moules qui débarrassent des déchets les plus fins. On a les algues telles que sea grapes, on appelle les raisins je ne sais pas comment on appelle en français. En anglais, c'est sea grape, donc les raisins de la mer. Ouais, je ne suis pas très fort en algues, mais je suppose. D'accord. D'accord. Donc, il y a d'autres produits qui se vendent, en fait. Dans cet écosystème, il n'y a pas que la crevette qui va se vendre, en fait. Il y a d'autres produits qui sont là, mais pour le moment, ils sont là pas pour objectif commercial, mais ils sont là pour objectif de compléter les maillons de l'écosystème qu'on essaie de maintenir. Mais donc, accessoirement, on peut les vendre. Pour accessoirement, on peut les vendre, mais en général, on fait un barbecue ici entre coéquipiers. D'accord. D'accord. Justement, puisque tu parles des coéquipiers, donc Aqua Développement, c'est une société qui est basée ici en Corée? Elle est basée ici en Corée. On a ouvert notre branche en Tunisie. On planifie d'ouvrir 2 autres branches en France et au Moyen-Orient. Mais le headquarter, c'est ici. D'accord. Donc, le siège est ici en Corée. D'accord. Et combien de cofondateurs et qui sont-ils brièvement? On est 3 cofondateurs. Moi-même, Dr. Glenn Cho, qui est un docteur vétérinaire qui a passé plus de 28 ans en recherche et développement en aquaculture. Et Lee Do-hyun, mon collègue, c'est un ancien collègue dans notre ancien boulot et mon cofondateur ici. Ils sont de quelle nationalité? Coréenne. C'est 2 Coréens. Je suis le seul non-coréen dans les cofondateurs. D'accord. Et toi-même? Tunisien. D'accord. Tu es tunisien, toi, tu n'es pas français? Non, je ne suis pas français. D'accord. Donc, mais tu as fait tes études en France, si j'ai compris. On reviendra à Super-Héros, à Toulouse. D'accord. Mais juste pour terminer, pour l'instant, sur l'expérience actuelle. D'accord. Donc, c'est un Coréen que tu as rencontré à travers le travail, c'est ça? Et avec qui vous avez décidé de monter l'entreprise ensemble et puis auquel s'est associé l'autre Coréen, c'est ça? C'était, si tu veux, je te raconte l'histoire. Donc, on travaillait tous les deux dans une entreprise française en Chine. J'étais le directeur du nord de la Chine, il était le directeur du sud de la Chine. C'est une entreprise de services d'ingénierie. Oui, j'ai vu, c'est à Maris, hein, c'est ça? À Maris, exactement. Oui, puisque j'ai eu dans un précédent épisode Soukania, que tu connais peut-être. Soukania, pendant un moment, elle a géré un bureau ici. Soukaina.
Qu'est-ce que j'ai dit? Sukanya. Pardon, oui, Soukaina. Ah, là, ouais, Soukaina, qui a géré le bureau ici pour Amaris. absolument. Donc, oui, on était dans la même entreprise et voilà, un jour, en 2017, on était en formation au Vietnam, tous les deux, et on partageait la chambre d'hôtel et on se plaignait du boulot tous les deux. Il m'a demandé s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire ensemble. Et à ce moment-là, j'essayais de résoudre un petit problème. C'est pas un problème, j'essayais de mettre en place un petit projet en marge, un petit projet d'aquaculture en marge d'un projet de dessalement d'eau en Tunisie. Donc, il y avait, je, je consultais une certaine entreprise pour mettre en place un projet de dessalement d'eau, mais dans le dessalement d'eau par osmose inverse, il y a des rejets qui sont aussi salins. Et je me disais, je voulais faire quelque chose avec cette eau-là au lieu de la rejeter tout simplement dans la mer ou dans la nature. Donc, je me suis dit, pourquoi pas la crevette? Il n'y a personne qui fait de la crevette en Tunisie et j'aime bien manger de la crevette, allez. Et j'ai fait une petite recherche, j'ai vu que la Corée est assez avancée en recherche et développement en aquaculture de crevettes spécifiquement. Et pourquoi, excuse-moi, pourquoi la Corée alors que tu étais en Chine à ce moment-là, si j'ai bien suivi? Euh, voilà, ça vient petit à petit. Donc, D'accord. Excuse-moi, je suis trop pressé. pas de souci. Donc, j'ai essayé de voir qui sont les pionniers dans l'industrie d'aquaculture de D'accord. crevettes. J'étais en Chine, mais en faisant une petite recherche, j'ai trouvé que en fait, les Coréens, en termes de technologie, sont plus avancés. Technologie d'aquaculture de crevettes. Et du coup, j'ai demandé à mon collègue coréen d'essayer de voir si on peut trouver quelqu'un qui peut m'aider un peu dans cette consultation de ce projet-là en Tunisie. Et c'est suite à plusieurs recherches, on est tombé sur notre cofondateur, Dr. Glenn Shaw. Et au moment où j'étudiais un peu sa technique qu'il a développée, on a découvert petit à petit que il a commencé à développer quelque chose qui avait un potentiel énorme. Et on s'est dit, on a commencé à réaliser que c'est un peu la poule aux œufs d'or et ce serait dommage de limiter ça à seulement une petite consultation. Dr. Cho, c'est un scientifique, c'est quelqu'un de technique qui n'avait pas nécessairement une vision commerciale. Donc, nous, mon collègue coréen et moi-même, on est à la fois ingénieurs, mais aussi des commerciaux, parce que en gérant les opérations d'une entreprise, on est obligé de faire de la vente, on est obligé de faire face à une clientèle. Du coup, on a développé, on a vu qu'il y a une opportunité de monter ça à un projet global, à un projet qui a un potentiel d'être éventuellement une unicorne dans quelques années. Et c'est ce qu'on a fait. On ne s'est pas limité, on a décidé de ne pas se limiter à cette petite consultation en Tunisie. Et du coup, on a monté notre entreprise en Corée en 2019. Avant ça, on a travaillé avec Dr. Cho pour améliorer et maturer le système. Et en 2019, fin 2019, on a officiellement ouvert notre entreprise en Corée. En 2020, on a eu le premier investissement et là, on a fini de bâtir le projet à large échelle. D'accord. Donc, toi, tu démissionnes à quel moment tu démissionnes de ton travail pour te lancer dans l'entrepreneuriat? Fin 2018. Fin 2018. Donc, j'ai travaillé à peu près une année et demie en parallèle de mon travail à Amaris. Donc, le jour de 9h à 18h, je fais mon boulot de 9h à 18h et aux heures sup, je travaille sur ce projet-là. D'accord. Et ensuite, donc, tu bouges de la Chine à la Corée? Oui, on a essayé tout d'abord de monter le projet en Chine. On a eu beaucoup d'enthousiasme du gouvernement chinois. On a signé un MOU avec le gouvernement chinois pour avoir 10 hectares à un prix symbolique, avec toutes les facilitations, avec un financement sans intérêt, des prêts sans intérêt, sans collatéral, ainsi de suite.
Mais il y a eu le le Covid, entre-temps, qui a bloqué un peu le pays. Et du coup, on s'est dit de ne pas perdre de temps et de lancer le projet ici. Entre-temps, on a exploré plus le marché coréen et on a compris que le marché coréen était exceptionnel. Ce serait dommage de le rater. Et c'est comme ça qu'on a commencé en Corée. D'accord, mais on parle d'un marché de 52 millions contre un marché de 1,3 milliard. Ça vous a pas fait hésiter? On parle d'un marché de 52 millions qui consomme 80 000 tonnes de crevettes par an et qui a la consommation par capita la plus forte au monde de crevettes. Oui, oui, d'accord. Et qui a des prix de vente ou des prix de vente de crevettes qui sont le double de la Chine. D'accord. Donc Donc, l'un dans l'autre, on peut s'y retrouver en tout cas au démarrage, parce que j'imagine que ça ne vous empêche pas par la suite absolument. voilà, d'attaquer le marché chinois. Oui, En vas-y. plus, côté branding, c'est aussi assez avantageux d'avoir le siège en Corée. Du coup, automatiquement, c'est un branding de technologie coréenne. D'accord, oui, il y a la technologie, le savoir-faire coréen, la crevette coréenne. D'accord, très bien. Vous lancez l'entreprise, au début, vous bootstrappez, vous financez vous-même, c'est ça? Oui, j'ai emprunté de l'argent pour survivre. Mon collègue, pareil. On s'est bootstrappé nous-mêmes. On a eu quelques moments difficiles comme toute startup, mais par la suite, on a assez rapidement trouvé de l'investissement grâce un peu au prototype sur lequel on travaillait avant de lancer l'entreprise. On avait une petite ferme sur laquelle on travaillait pour faire une proof of concept, preuve de concept, ici à côté de Séoul. Et le succès de ce prototype-là nous a facilité l'accès à un bon financement de presque 1 million d'euros pour lancer le projet ici. D'accord. Qui est-ce qui a financé le projet? C'est un investisseur coréen? Oui, un fonds d'investissement qui se spécialise dans les projets Impact Investment. Et Impact Investment, donc lorsqu'on a parlé avec eux, ils nous ont dit qu'on était les seuls qu'ils ont rencontrés en aquaculture qui avaient à la fois un projet à impact positif et profitable. C'est le challenge dans les projets où on essaye d'avoir l'investissement impact, c'est de trouver des projets qui ont à la fois un impact positif socio-environnemental, mais qui doivent être aussi profitables pour avoir une certaine pérennité. Et on était bien placé pour avoir les deux. Oui, c'est pas le tout de changer le monde, il faut aussi faire du profit, quoi. Oui, en fait, le profit, c'est synonyme de pérennité. Oui, voilà. Parce que Oui. si c'est un projet qui n'est pas profitable, ne peut pas être comment dire, durable à longue durée ou à long terme. Oui, Parce oui. que ça continuera d'utiliser des ressources sans en générer éventuellement et ça ne permet pas une certaine pérennité. Donc, Forcément, pour avoir une forcément. certaine pérennité, il faut être profitable. Oui, et puis pour un investisseur, c'est toujours intéressant de mettre de l'argent dans une entreprise qui annonce un budget, un projet profitable. Mais donc, tu es vraiment passé, parce que Amaris, si j'ai bien compris, c'est du consulting, hein, c'est-à-dire que vous faites beaucoup de recommandations, beaucoup de business, à quelque chose où là, tu mets vraiment les mains dans le cambouis, si j'ai envie de dire, sauf que c'est plutôt de Absolument. l'eau salée. J'étais dans des projets de AI, de voitures électriques, d'aéronautique, d'aérospatiale, de satellites, ainsi de suite. Et je suis passé tout à l'heure, je fixais les tuyaux, les tuyaux d'un bassin à un autre. Mais on m'a posé cette question-là souvent. Comment ça se fait que tu es ingénieur super-héros, tu as fait de l'aéronautique, de l'aérospatiale et tu passes à l'aquaculture de crevettes? En fait, si on voit la chose de cet angle-là, l'aquaculture, c'est une gestion d'un système complexe. Et ce qu'on a appris à l'école d'ingénieur, c'est effectivement comment gérer des systèmes complexes. C'est un système où on a des entrées, des sorties, des entrées environnementales, commerciales, des entrées de facteurs humains. On a des sorties de la crevette qu'on doit vendre, on a des sorties des déchets, comment on les traite, on a des sorties
d'autres impacts socio-environnementaux qu'on doit gérer. Et on peut regarder ça comme un système à gérer. Et sous cette vision-là, pour moi, ça reste de l'ingénierie. Donc, je fais toujours un travail d'ingénieur où j'essaie d'optimiser le fonctionnement de mon système. D'accord. Oui, mais je vois tout à fait l'intérêt du challenge en plus et de créer quelque chose. Mais c'est vrai que donc tu es passé de un emploi où tu étais manager, mais pas forcément l'entrepreneur. Donc, c'est déjà un changement un changement assez considérable. Et tu es passé d'une activité plus consulting à une activité très, très opérationnelle. Donc, il y a eu deux changements en même temps. Si tu rajoutes à ça le fait que tu te retrouves en Corée avec des partenaires coréens, des investisseurs coréens, et que je suppose que ton coréen, il est assez limité, ça fait vraiment trois changements relativement importants, non? Oui, c'est trois changements relativement importants. Bon, concernant l'entrepreneuriat, ce n'est pas ma première expérience. J'ai eu une première expérience avant d'intégrer Amaris, où j'ai fondé une petite société de consulting aussi en projets internationaux, mais qui a échoué après 2 ans de fonctionnement. Ça arrive. Oui. Donc, à cause d'une faute de cash flow management de mon côté, mais c'est comme ça qu'on apprend. Il paraît que c'est la raison numéro un. C'est la raison numéro un des faillites Oui, d'entreprise, oui, le management comment on appelle ça, le compte courant, oui. Oui, effectivement. Donc, c'est ma seconde expérience entrepreneuriale, même si celle-ci est beaucoup plus intensive que la première étant à une échelle beaucoup plus petite que celle-ci. Pour être franc aussi, le travail chez Amaris a constitué une très bonne formation de mon côté pour moi, parce que même si j'étais un employé, le boulot en soi, c'était un boulot d'intrapreneur en tant que manager chez Amaris. Donc, je devais développer à partir de zéro ma business unit, mes équipes. Je devais recruter mes équipes, je devais les former, je devais trouver mes clients, je devais les convaincre d'avoir des projets, de nous accorder des projets, négocier avec eux les prix, ainsi de suite, manager le P&L, Profit and Loss. D'accord, c'est toi qui as lancé le bureau du nord de la Chine, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui. D'accord. Et je suis très reconnaissant en fait à mon ancienne entreprise pour cette expérience-là qui fait en soi un MBA au carré, si je peux la Oui, un comparer. MBA en entrepreneurship, oui, bien sûr. Ouais, Oui, tout à ouais. fait. Donc, c'était une Effectivement. excellente expérience. Mais bon, ça reste l'argent des autres, quoi. C'est vrai, c'est Oui, ça la oui, différence. c'est Et la là, différence. voilà. D'accord. Effectivement, donc l'entrepreneuriat, tu avais déjà un peu l'expérience. La Corée, est-ce que tu connaissais un petit peu ou pas du tout? Pas du tout. Je ne connaissais pas, Voilà. je connaissais pas du tout, mais ayant déjà eu l'expérience du dépaysement, première fois en allant en France de Tunisie, deuxième fois en partant en Chine. Cette troisième expérience de dépaysement n'était pas aussi choquante que la première ou que la deuxième. Donc, c'était beaucoup plus facile de s'adapter, ayant eu déjà quelques expériences de dépaysement auparavant. D'accord. Et enfin, donc mettre les mains dans le cambouis, ça c'est quelque chose que tu faisais déjà avant peut-être? Je ne faisais pas beaucoup avant, mais j'ai découvert qu'il y a un certain plaisir à ça, en fait. Oui. J'adore mon boulot actuel parce que justement, j'ai l'opportunité d'avoir des podcasts comme avec toi, Bart, ou d'avoir des pitchs à des investisseurs ou de faire des modèles financiers. Et en même temps, 1 heure plus tard, je me trouve à mettre les mains dans le cambouis, à changer des tuyaux, à réparer par-ci ou par-là. En fait, j'ai trouvé qu'il y a un certain équilibre d'avoir ces deux composantes dans ma vie professionnelle que je ne savais pas que j'en avais besoin auparavant. En fait, j'ai découvert que cet équilibre-là offre une certaine sensation de satisfaction que je viens tout juste de découvrir, en fait. D'accord, très bien. Et donc aujourd'hui, Aqua Développement, c'est combien de personnes? C'est à peu près 15 personnes. La majorité ici en Corée et on a 5 personnes hors de la Corée.
Donc, la majorité ici en Corée, tu m'as dit que vous n'êtes forcément, vous êtes pas dans Séoul, vous êtes plutôt au bord de la mer, j'imagine. Absolument, au bord de la mer. D'accord. Et les autres sont où? Les autres, on a 3 personnes en Tunisie et deux personnes au Moyen-Orient, dont une qui va bientôt partir en France. Et qu'est-ce qu'elles font alors, ces personnes? Parce que pour l'instant, vous n'êtes opérationnel que sur la Corée, non? Ouais, ils font du business development, ils font du scouting, ils font D'accord, du market research, ils font du scouting d'investisseurs, ainsi de suite. d'accord. Et vous êtes toujours en mode levée de fonds? Oui, on est toujours. C'est une entreprise qui est capital intensive, qui demande Oui, beaucoup d'argent. oui, beaucoup d'argent parce que c'est pas une app que l'on développe et par la suite qu'on peut lancer partout dans le monde. Il y a une infrastructure qui doit être bâtie pour avoir des opérations. Oui, vous avez plus de frais en création, mais peut-être moins de frais en marketing et en communication, puisque vous êtes sur un marché qui existe déjà et où il y a déjà de la demande, non? C'est très valable ici en Corée ce que vous dites, effectivement. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, nous avons des demandes d'achat de plus que l'on peut produire. C'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes encore une fois en levée de fonds. C'est pour essayer de matcher un peu la demande du marché. Oui, Donc, on n'a pas eu beaucoup de mal à avoir une traction en termes de marketing, en termes de vente, parce que, comme vous dites, c'est un marché très propice ici en Corée. C'est un pays, c'est une population qui adore la crevette, qui a les poches assez pleines, qui est prête à dépenser pour avoir un bon produit, un produit sain, un produit propre. Et c'est ce qu'on offre ici. On utilise zéro antibiotique, zéro produit chimique, une crevette totalement naturelle qui vit en symbiose avec d'autres espèces. Et on a découvert aussi que ce système-là offre justement, il y a une différence dans le goût de donc la c'est crevette. meilleur, c'est meilleur. C'est beaucoup meilleur. On a 2 restaurants de sushi qui ont switché totalement à notre crevette, qui n'achètent plus Mais d'aucun autre. je crois que tu es en train de me vendre le produit, là. Mais bon, Je, je n'en attendais pas moins. Mais d'accord, donc ça a une influence sur le goût. Et c'est votre positionnement, de toute façon, un positionnement plus cher, si j'ai bien compris, mais avec la qualité de production et la qualité gustative. absolument, D'accord. Comment absolument. on dit crevette en coréen? C'est où? D'accord. Et sinon, ton coréen, ça va comment? 한국말 못해요. Oh, ça Non, va, ouais. Tu te débrouilles mieux que moi. non, je suis encore dans mes débuts. D'accord. Oui, Et, oui. et j'ai tout juste eu le temps de maîtriser le chinois et là, je me trouve dans un pays où je dois encore une fois apprendre la langue. Donc, j'y travaille un peu. Mais pour l'instant, j'imagine, c'est essentiellement en anglais. C'est essentiellement en anglais. J'ai aussi la chance d'avoir mes collègues qui sont coréens qui gèrent tout ce qui a, tout ce qui est interaction avec les gouvernements locaux, euh, les interactions où on a absolument besoin de coréens, ça va. Ouais. Oui, c'est vrai que là, tu as beaucoup de support. Donc, de toute façon, et tes collègues parlent anglais, enfin, tes cofondateurs parlent anglais, j'imagine. Et ensuite, c'est eux qui font j'imagine, qui font la liaison avec le reste de l'équipe, si besoin y a. Donc, tu disais, vous êtes en mode startup. Est-ce que vous vous comparez à des startups tech ou est-ce que quand même vous êtes plus PME que startup? Comment tu vois ça, toi? On se compare plus à des startups tech parce que la vitesse de croissance et la prise de risque est plus du niveau startup tech plutôt que PME. Même si la taille des investissements initiaux est plutôt taille PME que startup tech. Oui, d'accord. Les startup tech, en général, seed round, c'est 50 000 $, 100 000 $. Nous, seed round, c'est presque $1 million. Oui. Euh, Ouais. Et tu as suivi un programme du gouvernement coréen? Vous avez suivi quelque chose ou pas? on a suivi beaucoup de programmes. En fait, l'environnement, l'écosystème d'entrepreneuriat ici en Corée est surprenamment positif, surprenamment comment dire, attractif.
comme j'ai dit, on n'a pas eu beaucoup de mal à avoir le premier investissement. On a eu plusieurs subventions du gouvernement. On a eu des prêts sans collatéral à très faible taux d'intérêt, comme ça, juste en demandant, sans avoir à passer à travers beaucoup de paperasse ou de bureaucratie. Donc, ça continue à m'étonner semaine après semaine, les facilités qu'on a ici. C'est vraiment quelque chose où l'on doit vraiment remercier l'écosystème ici coréen, le gouvernement coréen, pour faciliter la vie aux entrepreneurs ici. C'est vraiment surprenant. Je ne me souviens pas avoir vu ce genre de facilité. Même pas en Chine, il y a certaines facilités que l'on peut avoir en ayant les bons contacts. Ici, en Corée, c'est plus démocratique. C'est tout le monde peut avoir accès à toutes les facilités qu'il y a pour les entrepreneurs. Oui, mais tu as quand même des cofondateurs coréens. Absolument, et effectivement. C'est un point clé pour être franc. En étant un foreigner, un étranger tout seul à essayer de monter un tel projet ici en Corée, on aurait du mal, pas nécessairement à avoir accès à ces facilités-là, mais à s'en rendre compte. Oui, tout à fait. Déjà, oui, à les connaître, à les identifier. À les connaître, à les identifier. Peut-être aussi à convaincre. À convaincre sur la pérennité de l'entreprise, les personnalités. D'accord, très bien. Donc, mode startup, oui, continue, mais un peu en dehors de Séoul. Bon, là, de toute façon, on ne peut pas trop networker, mais d'habitude, est-ce que tu fréquentes l'écosystème ou quand même tu restes en marge parce que vous faites quelque chose d'assez différent de ce que peut faire la tech? Non, on essaie de fréquenter l'écosystème. On est, comme j'ai dit, pas seulement en Corée, mais à l'international. On a été, comme je l'ai mentionné, on a été sélectionné parmi les finalistes du FFA Challenge l'année dernière. On a été sélectionné comme Unreasonable Company cette année, la cohorte de cette année. Le programme Unreasonable qui Unreasonable. Non raisonnable. Oui, non, j'aime bien le titre. D'accord. La startup non raisonnable de l'année. Parmi les cohortes, les 14 startups non raisonnables de l'Asie, toute l'Asie. C'est un programme sponsorisé par Barclays où on sélectionne des startups qui sont vraiment innovantes et promettantes et qui ont un impact positif socio-environnemental. Et on a eu l'honneur d'être sélectionné. On fréquente aussi l'écosystème entrepreneurial dans l'industrie agritech. Ici en Corée, on a assez fréquemment soit des séminaires, soit des formations, soit des interactions avec les gouvernements locaux ou des entités gouvernementales qui organisent ce genre d'événements. Donc, c'est assez dynamique ici en Corée, en fait. Justement, tu parlais de l'impact environnemental, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Est-ce que votre solution a moins d'impact sur l'environnement que la solution traditionnelle ici en Corée? Absolument, absolument. Donc, les solutions traditionnelles pour l'aquaculture en général et pour l'aquaculture de la crevette en particulier constituent ou incluent un échange aquatique presque journalier. C'est-à-dire, chaque jour, ils doivent, ceux qui gèrent bien, c'est moins fréquent, mais la méthode traditionnelle, il y a un échange journalier d'eau d'entre le milieu de culture et l'environnement à côté, soit la mer, soit les fleuves ou les ruisseaux environnants. Oui. Et ajoutant à ça le fait que l'aquaculture traditionnelle, ils utilisent beaucoup d'antibiotiques en général ou beaucoup d'additifs chimiques ou des désinfectants et ainsi de suite. Donc, si on a des échanges journaliers ou des décharges d'eau qui est polluée par les déchets des crevettes ou les déchets de la biomasse en elle-même, plus les antibiotiques, plus des désinfectants, plus, ça a un impact assez conséquent sur l'environnement. Et c'est assez connu, on en voit le résultat dans les pays surtout à forte culture de crevettes, par exemple en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, où les zones de culture sont l'écosystème environnement est totalement changé à cause de ça.
De notre côté, en opposition, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a presque pas d'échange d'eau. Le fait qu'on a reproduit l'écosystème total naturel au sein des bassins, ça a créé une activité de recirculation et de Vénation, je crois. Mais je vois ce que tu veux dire. réjuvénation de l'eau automatiquement. Pourquoi? Parce que les déchets d'une espèce constituent les ressources ou la nourriture de l'autre. la nourriture d'une autre espèce. Et du D'accord. coup, on n'a pas besoin de rejeter de l'eau et de changer de l'eau chaque jour. Ou même dans le prototype, on a gardé la même eau pendant 3 ans, sans avoir à changer, sans avoir à faire à décharger l'eau dans l'environnement. D'accord, d'accord. Effectivement, intéressant. Donc, si on remonte un petit peu en arrière et qu'on s'intéresse à toi, à ton parcours, donc tu m'as dit tu es né en Tunisie, c'est ça? Né en Tunisie, j'ai fait mes études là-bas jusqu'en prépa. J'ai passé les concours français, les concours d'école d'ingénieur française. J'ai eu l'honneur d'être admis à Supaéro, à Toulouse, pays du quartier. J'ai par la suite fait un double diplôme en Chine, en ingénierie. J'ai fait un autre business, un master en business en Chine aussi, dans une école américaine qui a eu qui a un campus en Chine. À un certain moment, juste après, je voulais rentrer en France. J'ai eu un job à Airbus, mais à cause d'un truc de visa de travail, ça a traîné. Du coup, je me suis dit, je vais rester un peu plus en Chine. Mais comment tu es passé de Toulouse à la Chine? Parce qu'il y a eu le séisme au Japon. Normal, donc, ok. donc lorsque j'étais à Toulouse, à Supaéro, on m'a recruté chez Michelin pour un stage d'une année au Japon. Ok. C'était un excellent stage avec ma propre maison, ma propre voiture, pour un étudiant à ce moment-là, avec 2000 € par mois ou quelque chose comme ça, avec ma propre carte de crédit de l'entreprise. Michelin paye très bien, il paraît. Oui, Michelin, c'est une très bonne entreprise. Pour un étudiant. Ouais. Et du coup, je m'apprêtais à aller au Japon, j'ai signé le contrat et il y a eu le séisme de 2011. Fukushima, ouais. Fukushima, 2011. le séisme et puis le tsunami et puis le désastre de Fukushima. Ouais. Et l'endroit où je devais travailler avait un pic de radioactivité. D'accord. À cause des décharges de Fukushima. Et du coup, mes parents, étant docteurs, ils m'ont dit, pas question que tu ailles, s'il vous plaît, non, pas question que tu ailles. Et parce que Michelin, il t'envoyait. Michelin, c'était bon, c'était parti. Ok. Ils m'ont dit, t'as pas à t'inquiéter. Et du coup, je devais changer de plan, mais je voulais toujours aller en Asie. Parce que dans ma tête, j'allais dans cette direction-là et je voulais pas changer trop le plan. Et j'ai trouvé entre-temps une opportunité de faire un double diplôme, un master en business chez une école américaine, HALT, qui a un campus à Shanghai. J'ai pris une année sabbatique cette année-là. Je suis parti à faire mon master en Chine. Et par la suite, au lieu de retourner continuer mes études à Supaéro, j'ai trouvé une école en aéronautique et en aérospatiale qui avait un accord avec Supaéro en France. Et j'ai fini mon double diplôme là-bas. À la fin duquel je voulais rentrer en France. J'ai eu 2 offres, je crois Zodiac Aerospace et Airbus à ce temps-là. Mais il y avait un problème de visa où c'était marrant ce problème-là. Je devais avoir l'accord de la Directe. Il y a une autorité qui s'appelle la Directe en France qui donne l'autorisation Je ne sais pas, je sais que c'est un peu compliqué. Oui, voilà. Mais donc, je ne sais pas. Il y a l'entreprise qui m'a offert le job, il y a l'ambassade qui me dit que je devais avoir l'accord de la Directe pour avoir le visa, et la Directe me disait que je devais avoir le visa pour avoir son accord. Ah, ça, c'est la France, oui. Ça, et du coup, j'ai laissé tomber, je suis pas trop tracassé la tête.
J'ai monté une première entreprise, c'était Expedia. C'était pendant mes quelques années en Chine. Durant ce temps-là, j'ai appris un peu le chinois et j'ai découvert qu'avec le petit niveau de chinois que j'avais à ce temps-là, je pouvais faire une grosse différence dans ce qui est dans l'assistance des PME qui voulaient entrer en Chine ou qui voulaient se procurer de Chine. D'accord. Donc, je me suis dit, pourquoi pas relancer un business avec ce concept-là. On a lancé Expedia, on a fait quelques très bons projets avec succès. Par la suite, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une gaffe de management de cash flow suite à laquelle on a arrêté les opérations. Et j'ai rejoint Amaris. J'ai rejoint Amaris en tant que manager. L'entreprise m'a offert un très bon écosystème de croissance. J'ai facilement, par la suite, eu l'opportunité de créer ma propre branche à Pékin pour s'occuper du nord de la Chine. On a fait une très bonne croissance. On a travaillé sur l'intelligence artificielle, sur les véhicules électriques, sur les véhicules autonomes. C'était le topic chaud. C'est encore le topic chaud en Chine. Et par la suite, comme vient l'entrepreneuriat en Corée, comme je t'ai raconté tout à l'heure. Voilà, oui, tout à fait. Juste au passage, donc tu es resté longtemps à Shanghai en fait avant de bouger sur Pékin, c'est ça? Je suis resté en fait moitié-moitié. Je suis resté presque 4-5 ans à Shanghai et 4 ans à Pékin. Ok. Parce que vu de l'extérieur, moi j'ai visité les deux villes, mais en touriste, mais j'ai l'impression que Shanghai est beaucoup plus sympa que Pékin. Est-ce que tu confirmes ou pas? La première impression, oui. Mhm. Et quand on vit à Pékin, un certain temps, on commence à apprécier un certain charme de la ville aussi. Il y a un certain D'accord. charme qu'on commence à apprécier à Pékin. D'accord. Donc il n'y en a pas une que tu as préférée particulièrement? Euh, Disons, pour passer une brève période de temps, Shanghai est mieux. Pour passer une assez longue durée, Pékin aussi a aussi ses avantages. D'accord. C'est-à-dire, si on y va en touriste, Shanghai vaut mieux. Si on y va pour rester assez longtemps, Pékin a peut-être aussi à considérer. Ok, les deux, mais les deux restent à considérer pour le long terme. Et plutôt Shanghai en touriste, ouais, d'accord. Ouais, ouais. Oui, ça a du sens, parce qu'effectivement, c'est là que c'est à Shanghai, j'ai l'impression qu'il y a le plus un peu de vie nocturne, d'activité, etc. Nocturne, Effectivement. vibrante, c'est assez dynamique, c'est très proche de plusieurs sites touristiques à Suzhou, à Nanjing, Nankin, ainsi de suite, Hangzhou, ainsi de suite. Donc, Shanghai, c'est plus vibrant pour un touriste. D'accord. Et la Corée, alors, par rapport à la Chine, pour toi? La Corée, l'atmosphère générale est plus accessible ou plus, comment dire, moins dépaysante pour un étranger qu'en Chine. Mais la Chine a l'avantage d'être plus grande et plus riche en termes de culture, en termes de choses à découvrir que la Corée. Donc, pour un touriste ou pour un étranger, on se sentirait plus à l'aise à court terme ici en Corée. Il y a, comment dire, il y a ce sentiment de, quand même, il y a des choses à laquelle on se retrouve assez facilement ici en Corée en tant qu'étranger. En termes de culture, en termes de bouffe, en termes de facilité, enfin, similarité à la culture occidentale. Oui. Mais la Chine a aussi l'avantage d'avoir une culture beaucoup plus. Enfin, je ne veux pas oser comparer, mais une culture assez riche, assez grande, et même en surface géographique, et ça offre beaucoup plus d'opportunités de découverte qu'ici en Corée. D'accord. Ici, donc, plus de 3 ans déjà en Corée, c'est ça? Donc, tu approches Non, aussi non, des… j'ai passé, on continue peut-être un peu plus d'une année, mais sinon, ça fait plus de 3 ans que je fais le va-et-vient. Ah oui, puisque tu avais commencé avant de quitter la Chine, oui, effectivement. Ouais. Tu es sur quel visa? Là, je suis en visa de formation chez ma propre entreprise. Il y a une certaine requirement pour avoir le droit d'embaucher officiellement des étrangers ici, et on a préféré utiliser le
quota qu'on a pour recruter officiellement 2 autres directeurs techniques étrangers. Parce que moi-même, je pouvais avoir, c'est ma propre entreprise, donc à la limite, je peux survivre sans être officiellement recruté. Mais on voulait recruter 2 autres directeurs étrangers. Du coup, on a utilisé le quota qu'on a pour recruter les autres directeurs. Et moi-même, je suis encore en formation, visa de formation chez ma propre entreprise. Voilà. D'accord, très bien. Et eux, ils sont aussi basés ici en Corée. Oui, ils sont basés ici encore. D'accord. Tu m'as dit l'entreprise, elle est à quel endroit? Gochang. Notre siège, il est à Séoul et le nouveau site, il est à Gochang. C'est à peu près 3 heures de Séoul, au sud. Et c'est là que l'effectif est, ou alors ils sont à Séoul pour la plupart? C'est là que l'effectif est. D'accord. L'effectif est. D'accord. Donc la Corée, si tout se passe bien, le reste de la planète, et ensuite Le reste de la Mars. planète, tout se passe bien, Mars, effectivement. Mais en fait, je ne ris, c'est pas nécessairement une plaisanterie quand je dis put in stream on Mars, parce que si on y réfléchit sérieusement, le concept que l'on a est peut-être le concept le plus proche qui existe aujourd'hui pour avoir un système qui puisse marcher sur Mars. Parce que si on considère l'implantation d'un système d'aquaculture en Mars, il faut réfléchir à la rareté de l'eau. Donc, on ne peut pas avoir un système où on rejette de l'eau. Il faut réfléchir à l'importance de limiter le contact humain ou limiter l'interaction humaine ou l'interférence humaine. Et notre système, en intégrant tout un écosystème, ça a créé des dynamiques qui ont, une boucle fermée positive en termes de régulation, autorégulation du système. Oui, tu as besoin de moins d'eau, donc c'est très adapté pour un environnement qui n'a pas d'eau. J'ai besoin de moins d'additifs. Par exemple, je n'ai pas besoin de penser à la régulation de l'ammoniac parce que le système s'autorégule en termes de recyclage d'ammoniac. Je n'ai pas besoin de penser à la régulation des déchets parce que les systèmes s'autorégulent en recyclage des déchets. Et la crevette en tant qu'espèce, et c'est aussi une espèce assez intéressante pour la culture spatiale parce que si on pense à établir une colonie humaine sur Mars, il faut penser aussi à avoir le moyen de recycler au maximum possible les ressources en nourriture ou les déchets en nourriture. Oui, bien sûr, parce que tout ça s'intègre effectivement dans la perspective de colonisation de Mars. Ce n'est pas juste pour aller cultiver des crevettes, c'est pour nourrir les gens qui iraient. D'accord. Absolument. Oui, non, ça a du sens, ça a du sens. Absolument. Et comment dire, si on imagine qu'on a une colonie humaine en Mars, on peut imaginer que les ressources en nourriture sont assez, assez limitées, oui. Assez limitées, assez importantes. Oui, donc d'où il faut minimiser les pertes. Et la crevette, c'est une espèce qui est assez basse dans la chaîne trophique, c'est-à-dire ça peut consommer presque tout déchet éventuellement. C'est une espèce, c'est un bon candidat pour recycler les déchets de la nourriture humaine, éventuellement. D'accord, oui, d'accord. Là, si vous voyez la crevette, je ne sais pas si vous êtes tu es d'où en France? Moi, je suis de Lyon, donc c'est pas réputé pour les crevettes, effectivement, mais j'en ai mangé beaucoup. Par exemple, à la plage ou à la mer, où tu vois les petites crevettes parfois venir manger même la peau morte sur la peau des gens, c'est parce que la crevette a la capacité d'ingester presque toute matière organique dans certaines conditions, et du coup, ça constitue un bon candidat pour une espèce qui recycle les déchets de la nourriture humaine en nourriture humaine. Oui, d'accord. La crevette. Donc, en tant qu'espèce, c'est un très bon candidat pour Mars. Et notre système, c'est un très bon candidat pour cultiver cette espèce-là sur Mars. Bon, tu devrais envoyer un sac de crevettes à Elon Musk et à Jeff Bezos.
J'y compte bien, un de ces jours, une fois qu'on a maturé le concept spatial sur lequel on est en train de travailler. Mais on y compte bien à un certain moment. Bah, au pire, ils pourraient déjà investir dans le projet terrestre. Au pire, oui, mais bon, je ne pense pas que ce soit leur première préoccupation en ce moment. C'est vrai. Ok. Merci beaucoup. Pour terminer, quelques questions un peu rapidement personnelles. Bon, toi, ça fait pas très longtemps que tu es en Corée, mais sur ton expérience coréenne, justement, si tu devais retenir un truc qui te plaît beaucoup en Corée, qui te manquerait si tu devais quitter le pays, ce serait quoi? L'aisance de faire du business ici. En tout Mhm. cas, d'après mon expérience à moi, c'est l'interaction avec le gouvernement. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à piquer le téléphone pour nous filer un coup de main. Il y a toujours une certaine aisance et facilité pour les procédures, que ce soit demande de permis, que ce soit demande de subvention, que ce soit. C'est l'aisance de faire du business ici, Ouais. ça continue à m'intriguer, vraiment. Oui, c'est Ça rapide. Comme continue à tu disais, il y a, il y m'impressionner. a- il y a beaucoup d'aide et de support du gouvernement. En revanche, Ouais. le mauvais côté qu'on entend souvent, c'est quand même les règles, les régulations, les lois qui en plus changent assez souvent. Est-ce que ça vous impacte dans votre activité ou pas beaucoup? Il y a ça, mais comment dire, il y a une certaine fluidité, une certaine réactivité en contrepartie, en contrebalance euh, des autorités avec lesquelles on parle. C'est-à-dire, il y a une loi qui change, mais il y a toujours quelqu'un de représentatif du gouvernement auquel tu peux parler tout de suite euh, 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 au bout de ton téléphone et qui peut te dire, voilà, c'est comme ça qu'on règle ça et c'est réglé au bout d'une heure. D'accord, Euh, donc, voilà. d'accord. Pour nous, on n'a pas on continue à être impressionné par cette aisance et cette dynamique de support des startups ici en Corée. D'accord. À l'inverse, un truc qui t'agace et qui te donne envie de fuir le pays? Euh, je ne suis pas resté encore assez longtemps pour en découvrir. Non, non. D'accord. Bon, il y a le seul truc qui ne pousserait pas à fuir le pays, mais éventuellement à sortir, c'est le manque que j'ai pour mon pays, pour ma famille ou pour l'Europe en général. D'accord, d'accord. Oui, ça c'est normal. Non, mais fuir le pays, c'est une expression. Mais enfin, quelque chose qui, effectivement, pourrait te déplaire, non, pas vraiment. Ok, bah, dernière question. Alors, si, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu arrives en Corée parce que ça t'aurait facilité la vie de le savoir à l'avance? Ah, euh, venir en visa de longue durée pour éviter la quarantaine en centre. Ça, Ah oui, tu as c'est fait la quarantaine en centre. la première fois, j'ai fait la quarantaine en centre et c'était infernal. Donc, D'accord. au moins, Mais ça, espérons qu'à très court terme, espérons que ça ne sera plus du tout un problème puisqu'il n'y aura plus de quarantaine. Mais mais, effectivement, oui. mais sinon, si on veut faire du business en Corée, mon conseil serait de trouver des partenaires coréens avec lesquels on s'entend Ouais. bien. Parce que ça faciliterait énormément la tâche et ça donne accès à beaucoup de choses auxquelles on des opportunités qu'on n'identifierait pas nécessairement en étant un étranger seul ici en Corée. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que ça a été une vraie opportunité pour toi de rencontrer, dans le cadre de ton travail précédent, ton cofondateur coréen. C'est vrai que c'est pas non plus très fréquent, mais c'est vrai que ça a dû aider beaucoup justement au développement du projet. Ça a aidé énormément, pas seulement parce que c'est un Coréen, mais aussi on a une très bonne dynamique dans l'équipe, au sens où on a des traits de caractère assez complémentaires. Il y a quelqu'un, lui c'est le fonceur, moi c'est un peu le thinker, Dr. Cho c'est un peu le scientifique. On a une très bonne, comment dire, Complémentarité, oui. symbiose et complémentarité au sein de l'équipe. Donc, il y a ça qui a aidé beaucoup. J'ai été un peu chanceux de ce côté-là. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, Othman, merci pour ton temps. Merci pour ce partage Avec plaisir, d'expérience. Est-ce que tu as une annonce ou quelque chose que tu veux oui, partager? oui, j'ai des annonces. Nous sommes en train de recruter. Nous sommes en D'accord. train de recruter dans des ingénieurs en IT, des ingénieurs en full stack essentiellement.
Nous sommes en train de recruter aussi en business development. Ici en Corée, on exige à la fois une bonne connaissance de la langue coréenne et la langue anglaise, mais on est en train de recruter aussi pour la France très bientôt. On est toujours en levée de fonds pour la Corée et pour la France très bientôt aussi. Et voilà, s'il y a des partenaires potentiels intéressés, nous sommes toujours comment dire, à l'écoute. Toujours à l'écoute. D'accord. Donc la France, c'est pour bientôt. Ça sera la prochaine étape. Et effectivement, c'est l'un des prochains pays qu'on mettra nos pieds l'année prochaine. D'accord. On vous retrouve sur Aqua Development. C'est quoi le site web? aqua-development.com ou par LinkedIn, je suis toujours joignable. Othman Benabes sur LinkedIn ou sur Kakao ou sur WhatsApp. Tu peux publier je mettrai ça dans la description du podcast. Oui. De toute façon, mais principalement le site web et puis ton LinkedIn. Et puis après, les gens, effectivement, te retrouveront facilement. Ça marche. Merci beaucoup, Othman. À bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, je vous invite à le partager avec vos amis ou collègues et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify, etc. Vous pouvez aussi nous laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast, même si vous n'écoutez pas le podcast sur cette plateforme. Cela nous permettra de remonter dans les classements. Et rejoignez-nous sur Facebook pour discuter sur l'épisode et le commenter. Vous nous trouverez sur Facebook en tapant Séoul Connect dans la barre de recherche. À très bientôt.